Bonjour à tous, je m'appelle Astrid et je suis ravie de vous accueillir chez We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge, un secteur aux multiples facettes et à la richesse créative parfois méconnue. Avec ce podcast, je tends le micro aux créateurs, entrepreneurs, CEO, agents, passionnés. Grâce à ces discussions, je souhaite rencontrer l'humain et écouter les histoires qui se cachent derrière une marque. Car réussir est toujours plus complexe qu'une belle page de pub ou un post Instagram. Joie, difficultés, coup de chance ou sortie de parcours, monter sa maison de prêt-à-porter ou d'accessoires est un long voyage. Alors aujourd'hui, avec vous, j'aimerais voyager au cœur des marques belges pour partager, questionner les modèles et dévoiler l'humain qui se cache derrière nos petits et grands succès. Je vous souhaite dès à présent une belle écoute. Depuis 20 ans que je travaille dans la mode, on me demande toujours si je suis styliste, créatrice ou journaliste. Ce sont, il semblerait, les métiers les plus connus du grand public. Mais avec ce podcast, j'ai justement eu envie, dès le départ, de montrer la multitude des métiers qui se cachent dans ce secteur. Mais évidemment, quand l'occasion se présente, c'est irrésistible. Et l'envie de vous présenter Isabelle van der Heyden était trop grande. Alors aujourd'hui, c'est avec une grande joie que je tends le micro à une journaliste, Isabelle. Elle est fashion editor à l'Officiel Belgium, editor-in-chief d'un magazine qu'elle a lancé avec Stéphanie Cobart, The Moments. Alors j'ai plein de questions qui me brûlent les lèvres et j'espère que cette discussion vous éclairera sur les dessous de la presse mode. Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors j'adore commencer mes interviews en demandant déjà à mon invité de se présenter et puis avec une spécificité qui est de savoir quel métier il rêvait faire quand il était enfant. Oui. Donc voilà, tu m'as déjà assez bien présenté. C'est difficile de me présenter en 3 phrases parce que Toujours. je fais beaucoup. Ça part dans tous les sens, mais en général, je suis journaliste et je le suis depuis plus de 30 ans. Car j'ai décidé à 4 ans, bien avant de pouvoir même lire ni écrire, que j'étais journaliste. Donc je publiais mon propre magazine qui s'appelait Divalicious, assistée par ma petite sœur qui en fait avait juste envie de jouer à la poupée, mais bon, elle n'avait pas grand chose à dire là-dedans. Et c'était surtout un magazine de recherche presque détective, donc je grimpais dans le jardin du voisin, je prenais une photo de lui qui dormait sur sa terrasse et on se posait la question très importante, mais pourquoi cet homme dort? Qu'est-ce qui l'endort? Qui passionnait évidemment voilà. Une audience. C'est ça, voilà. Je suivais mon papa avec un petit Kodak, je prenais des photos de sa voiture qui partait, on faisait un gros reportage, où va cet homme? Donc voilà, c'était dès le début, j'avais envie de rechercher et raconter les histoires. Et qui était ton lectorat? La victime, donc mon père. Le voisin n'a jamais lu mon magazine, heureusement. Ma maman et ma grand-mère, voilà, ils étaient formidables. Voilà, grands fans du magazine. Voilà, donc à 4 ans, déjà journaliste. C'est hyper beau d'avoir une passion, une vocation dès le plus tendre enfance. Oui, c'est une chance surtout. Ouais, c'est chouette d'avoir su ce que je voulais faire dès le début. T'as raison. Voilà. Et alors, tu savais ce que tu voulais faire, mais faut-il encore y arriver? Oui, aujourd'hui, on sait que c'est le cas, mais donc du coup, qu'est-ce que tu as fait pour y être? Quel est ton parcours? Eh bien, le fait d'avoir eu cette passion et de savoir ce que je voulais m'a permis de m'accrocher tout au long du parcours. Tout à fait. Qui n'a pas toujours été facile. Au début, car déjà, quelles études faire quand on veut devenir journaliste? Très compliqué. Les quelques écoles que j'ai trouvées où il y avait des bonnes formations de journalisme étaient en français. Or, mon français n'est pas ma plus grande force. Surtout pas au niveau écrit. Je suis beaucoup plus à l'aise en néerlandais. Je voulais donc écrire en néerlandais. Du coup, j'ai fait quelques études linguistiques et puis un petit master en journalisme où finalement je n'ai appris rien. Et puis on suivit 2 années intenses de stages. J'ai vraiment fait des stages dans toutes les rédactions possibles, imaginaires, digital, papier, à l'étranger, en Belgique. Et c'est en fait là que j'ai tout appris. J'ai tout appris sur le terrain. Et à quel âge tu as commencé des stages? Je vais avoir 20-21 ans. Ouais. Et super. Voilà. C'est à mon avis une très bonne manière de se lancer. Tout à fait. Et dans quel titre, quel job t'avais? Qu'est-ce que tu faisais en tant que stagiaire pour commencer à 20 ans? Bien, tout premier stagiaire, bébé moi, j'ai débarqué chez Style Today, qui était un magazine en ligne néerlandophone chez Sanoma, où ma boss a claqué la porte le premier jour où je suis arrivée. Donc je me suis retrouvée seule à la tête, entre guillemets, de ce mignon petit site. Je me souviens, mon premier jour, j'avais
D'abord, j'ai fait cracher tout le site, ça je me souviens. Oh. Puis un gentil monsieur qui est venu m'aider, qui l'a remis en route, qui m'a expliqué comment publier un article. Et puis j'ai écrit un article formidable de 5 phrases sur le belly ring de Beyoncé. J'étais fière. Oh, oui, c'était fantastique. Mais je ne savais même pas ce qu'était un annonceur. Il y avait l'équipe des commerciaux assis à côté de moi et je me demandais ce qu'ils faisaient à longueur de journée. Moi, j'étais la grande journaliste qui parlait du belly ring de Beyoncé. Et eux, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Donc voilà, vraiment, c'était ma crèche, mais c'est là que j'ai quand même fait mes débuts. J'ai appris petit à petit comment fonctionne un magazine. Et après, dans quel titre et quelle expérience tu as pu avoir? Et après ça, j'ai voulu passer chez Glamet, que j'adorais, que je regrette encore toujours, car c'était vraiment un chouette magazine qui parlait à vraiment des jeunes filles de 20 ans qui avaient envie d'un peu s'intéresser à la mode, mais qui a fait faillite le jour avant mon arrivée. Faut croire que je porte la poisse, parce que j'arrive, les gens claquent la porte, les magazines font faillite, donc voilà. Mais puis j'ai sauté sur un avion, sur un coup de tête pour l'Afrique du Sud, où j'ai travaillé en tant que journaliste pour une association de volontariat. Et donc mon job, c'était de faire le tour de toutes leurs missions et d'écrire des reportages sur ce qu'ils faisaient. Ok. Voilà. Hyper intéressant. J'imagine, 6 mois en Afrique du Sud en tant que jeune belge. Voilà, cruche complète, avec juste une carte routière et ma petite voiture et l'envie de raconter les histoires. Passionnant. Ça a été génial. J'ai beaucoup appris parce que j'ai dû me débrouiller toute seule, mais aussi sur les sujets sur lesquels j'écrivais. C'est là que j'ai peut-être perdu une grande partie de ma naïveté. Parce qu'en fait, je suis revenue avec la conclusion que le volontariat, c'est pas génial, qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais j'ai quand même rencontré des personnes extraordinaires. J'ai eu la chance de pouvoir travailler 2 semaines sur un projet de réhabilitation d'animaux sauvages, de rencontrer des gens dans les bidonvilles, des femmes qui ont créé des studios de danse dans des conteneurs, rien que pour pouvoir garder les petits-enfants off the streets. Donc ça, c'est bien. Et toi, par tes articles, tu mettais en lumière le travail des bénévoles. Non, mais en fait, ça c'était le but, mais du coup, j'ai beaucoup plus parlé des gens qui étaient là, les locals, quoi, et les vraies histoires de là. Donc voilà, j'ai un peu abandonné ma mission, mais du coup, personnellement, je me suis quand même fort enrichie. C'est le principal. Voilà, et en expérience. Et après, tu es rentrée en Belgique. Avec des étoiles dans les yeux, l'idée de déménager en Afrique du Sud et de devenir journaliste pour National Geographic. Parce que bien sûr, tout cela était possible. Incroyable, évidemment. Voilà. Pour entendre dire qu'en fait, c'était pas si évident de déménager toute une vie et un amoureux qui avait son premier petit boulot à Bruxelles. Donc j'imagine. Je me suis dit, c'est pas grave, autre piste, je reste en Belgique. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup plus qu'un écureuil et quelques chevreuils en Belgique niveau wildlife, je me suis dit, fashion is a jungle, donc je vais m'intéresser à tout ce qui se passe dans le monde de la mode, qui me fascine aussi beaucoup. Puis je suis arrivée chez Elle Belgique, où je suis restée collée, où finalement j'ai eu mon premier vrai job. Super. Donc t'as travaillé longtemps en plus, Elle Belgique? Oui, une dizaine d'années. Ah ouais. Je me suis retrouvée à un moment donné à la tête du magazine digital, flamand bien sûr, parce que tout était séparé au niveau linguistique. Et là aussi, énormément appris, un monde qui s'est ouvert, que ce soit le côté technique de comment construire un site et comment faire fonctionner un site, jusqu'au contact avec les annonceurs, le côté rédactionnel, donc voilà. Génial. Ouais. Aujourd'hui, tu travailles en tant que journaliste freelance. Oui. Et puis, tu as aussi lancé ton propre magazine. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc ça, c'est aussi un choix très conscient que j'ai fait. Il n'a pas été facile il y a 3 ans, après la naissance de ma seconde petite fille. Je suis maman de 2 petites filles. Elles ont 4 et 3 ans aujourd'hui. Et donc, quand la seconde est née, je me suis rendu compte que le rythme et l'intensité du boulot étaient devenus beaucoup trop et qu'en fait, je m'étais complètement éloignée de ce que j'aime faire, c'est-à-dire écrire. Donc, je voulais vraiment aller back to the core, back to the source et vraiment écrire. Donc, j'ai quitté mon job, je me suis lancée en tant que journaliste freelance et c'est comme ça que je me suis retrouvée chez l'Officiel, où je suis freelance fixe depuis 3 ans. Mais j'ai aussi travaillé pour Newsweek, je continue à la pige pour les Belgique, que j'adore toujours. Mais voilà, c'est très fatigant aussi d'avoir des bébés à la maison. Donc au début, je me contentais de ça. Mais au fur et à mesure que le brouillard et les nuages dans la tête de toute cette fatigue commençaient un peu à se dissiper, je me suis dit, j'ai l'espace, j'ai l'envie, j'ai le temps de faire un truc à moi. J'avais 2 bébés, mais apparemment j'en voulais 3. Donc le 3e, c'est devenu Moments. C'est vraiment un projet qui a commencé avec un blog qui s'appelait The Moodist, où je faisais des petites expériences, je racontais ce que j'avais envie de faire sans devoir tenir compte ni d'annonceurs, ni d'algorithmes, ni d'éditeurs au-dessus de moi.
Et en faisant ça, j'ai fait une très 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 chouette rencontre avec Stéphanie Cobat, qui est donc ma partenaire sur Moments, qui est en fait une agente de voyage. Elle venait de lancer son agence de voyage boutique, où elle fait vraiment des voyages personnalisés, hyper conscients, qui veulent justement aussi remettre un peu du storytelling dans la façon dont les gens voyagent. Mais puis il y a eu Covid, donc elle a vraiment bien choisi son moment. Et on s'est mis ensemble. Elle adore la mode tout autant que moi, toutes les deux très créatives, et on a vraiment marié nos deux univers. Moi le côté média, elle le côté voyage. Moi, le fait que je ne peux plus aller nulle part sans avoir 2 petites assistantes collées à mes bottes. Donc, j'ai dit, ça doit en tout cas être un truc parents-enfants, grands-parents-enfants, famille, parce que voilà, je les ai tout le temps avec moi. Et c'est comme ça qu'on est venu sur Moments, qui est un travel and lifestyle magazine pour des familles errantes. Donc, c'est ça. Je dis famille, donc c'est pas que pour les jeunes parents, c'est aussi les grands-parents, c'est les oncles, les tantes, les parrains, les marraines, les jeunes, les vieux, qui ont cet esprit ouvert et créatif et qui se ruent à l'idée que une fois qu'il y a des enfants dans notre vie, tout est fini. Le design, l'art, le voyage, le lifestyle, tout ça revient à compote purée, pampers, tupperware. C'est un peu l'idée qu'on a en général de la parentalité, des familles. Et nous, justement, on a eu envie de remettre ce petit côté sophistiqué, vrai, authentique. Je vous mens pas que je dors pas beaucoup la nuit, mais quand même sophistiqué, quoi. Même avec des cernes, je continue à m'intéresser à la mode, à avoir envie de m'habiller bien, de visiter une belle expo, de chercher ça me parle des chouettes complètement. hôtels. Je trouve que c'est vraiment un très très bon angle. Et Moments, ça a maintenant 3 numéros. 3 numéros, oui. Waouh, super. Voilà. Et écrire, c'est vraiment une passion, mais Moments, c'est aussi de très belles images. Il y a aussi toute une dimension artistique, créative. C'est aussi vous qui faites ça? Comment ça se passe? Oui, donc en fait, on fait tout de A à Z, sauf la mise en page et le côté graphisme. Ça, on travaille avec Guillaume Pinet, qui est super pour ça. Mais donc on a vraiment eu envie de créer nous-mêmes nos images. On voulait tout d'abord que c'était nous qui avait un soul dedans. Donc c'est pour ça on s'est dit on va pas travailler avec des images de stock, on va tout faire, tout créer nous-mêmes, en collaboration bien sûr avec des photographes qu'on trouve, mais qui sont aussi tous des super chouettes profils. Donc on voulait vraiment on voulait rien d'anonyme. Donc ça devait... Chaque image doit vraiment spitter de la personnalité, une histoire, que ce soit la nôtre ou celle de la personne qu'on interviewe. Donc c'est pour ça qu'on ne travaille pas non plus avec des mannequins professionnels. Bon, on va pas se mentir, on n'a pas les budgets. Mais aussi parce qu'on voulait cette image de la mère parfaite d'Outson Cruise. Je trouve que dans les médias, ou bien ça c'est une maman, ou bien on est parfaite, on a des bébés, mais 3 semaines après l'accouchement, on est idéal. Ou bien on est extrêmement... on s'est salé, c'est fini. À nouveau, ce narratif de c'est fini. Tu vois, on peut plus se mettre en bikini, on peut plus se montrer, on met un jean et un t-shirt et ça s'arrête là. Alors que la réalité, elle est quelque part entre les deux. Bien sûr. Il y a des jours où je me réveille et je me dis, oui, ok, aujourd'hui c'est journée de jeans, t-shirt. Et il y a des jours où je me dis, mais moi je suis encore plus belle que Dawson Cruise. Donc c'est vraiment la réalité entre les deux. Et c'est ce que nos mannequins reflètent aussi. Ce sont des gens vrais. Des vraies filles, des vraies mamans. Voilà, des vrais parrains. On a fait un shooting l'année passée avec Jan Wout van Jessel, qui est le chanteur de Tout va bien. Qui n'a pas d'enfant, mais qui a une horde de neveux et nièces qui l'adorent. C'est cool, Et on l'a mis sur son piano, il a chanté ses chansons et les petits ont dansé autour de lui, chacun a son interprétation. C'était super. Un moment, à nouveau, un moment magique, même si lui n'est pas papa. C'était un moment en famille. Bien sûr. D'ailleurs, son papa était venu en tant que chauffeur, il était très ému de voir son fils et ses petits-enfants, donc c'est chouette pour nous de pouvoir créer, même dans le behind the scenes, des moments riches comme ça. Chouette. Et aussi bien avec Moments qu'avec tes autres activités de freelancer, comment tu choisis tes sujets et c'est quoi les sujets qui t'intéressent toi aujourd'hui? Oui, donc ça c'est facile et difficile parce que tout me botte. J'ai un Excel à la maison avec Raymond, je crois qu'il y a 5000 sujets là-dessus. J'ai envie de parler de ci et ça, mais j'ai appris avec le temps que je devais laisser mijoter, que le moment se présentera quand il se présentera. Donc, quand je travaille pour l'officiel ou pour le L, c'est plus facile parce qu'il y a un autre rédacteur en chef qui dit oui, ça non, t'as 1 page et demie et puis tu te tais. Donc, ça c'est facile. Parfois, c'est dommage aussi parce qu'il y a vraiment des choses que j'ai envie de raconter qui n'ont pas encore trouvé leur chemin jusque dans un article. Quand c'est moi, c'est très difficile. Donc là aussi, en fait, c'est comme ce que je venais de dire.
ça se présente. Donc, par exemple, la semaine passée, on est parti en reportage visiter un château en ruine, en pleine restauration, au fin fond des Pyrénées, où il y a moyen de loger dans des lits Marie-Antoinette, mais avec il n'y a pas de carreaux dans les fenêtres, il y a des chauves-souris la nuit. On a eu la visite d'un chat au plein milieu de la nuit dans mon lit avec mes filles. Mais donc, c'est quelque chose de magique. Ça faisait 8 ans que je suivais ce projet, que j'avais envie, ci et ça. Et puis cet été, je me suis dit, mais c'est le moment. Ça se met dans le thème aussi de ce qu'on veut pour Moments et pour eux aussi. Donc voilà. Donc là, je laisse un peu, je vois ce qui se met sur mon passage. Super. Et c'est important pour toi de parler de mode belge, de donner un angle belge à ton magazine ou même aux autres articles que tu pourrais faire? Tout à fait. Car on a tellement de richesses culturelles et créatives en Belgique que c'est en tout cas le but de beaucoup en parler. C'est même ma mission chez l'Officiel, c'est de vraiment ne que parler de marques et de profils de chez nous. Et oui, la mode belge, où commencer, c'est tellement diversifié et longtemps l'image de la mode belge, surtout quand je me promenais au Fashion Week et tout en coulisses, on pense encore toujours au Antwerp Six, à une mode très stricte, très sobre, très discrète, pas trop pas de fantaisie, mais très, très discrète et sobre. Or il y a tellement plus, même chez les Antwerp Six. Donc moi j'aime bien un peu casser les stéréotypes et les clichés, et j'ai envie de dire aujourd'hui les Antwerp Six, on leur doit tout. Enfin pas tout, parce que notre histoire de mode commence déjà au Moyen-Âge, l'industrie du textile, on leur doit beaucoup. Mais aujourd'hui c'est les Belgian 6000 quoi. Il y a Anvers, il y a Bruxelles, mais il y a Courtrai, il y a Bruges, il y a Liège, il y a Namur. Partout où on va, on trouve des créatifs qui utilisent aussi de plus en plus leur propre patrimoine. Par exemple, j'adore ce que fait un Glenn Martens qui utilise vraiment tout l'héritage brugeois, aussi un peu le kitsch qui met dans des créations super modernes. Donc c'est ça qui est chouette et c'est ça qui me botte. C'est de dire que la Belgique c'est plus qu'Anvers et Bruxelles et une poignée de créateurs. Et d'ailleurs pour moi les 6 d'Anvers, c'est évidemment la mise en lumière de talents exceptionnels, mais c'est aussi un peu une réalité de presse. C'est la presse qui a créé déjà ce logo, quoi, les 6 d'Anvers, de Six of Antwerp. Mais il y avait déjà à cette époque-là d'autres talents, d'autres choses. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que moi qui suis dans la mode, justement, en tant qu'actrice et donc plutôt dans la partie commerciale, comme tu sais, à chaque saison, je vois plein de couleurs possibles, plein de sortes de pantalons, de coupes possibles. Mais quand on me rencontre dans une soirée lambda et que je sais qu'on sait que je serai dans la mode, on peut très facilement me demander c'est quoi les couleurs pour l'hiver prochain, ou c'est quoi la mode, quel pantalon, et ça m'amuse toujours parce que pour moi c'est pas du tout une réalité commerciale. Pour moi déjà en fait tout existe, toutes les couleurs existent, mais c'est vraiment une réalité de la presse. Et donc du coup pourquoi, comment, est-ce que toi tu as une opinion là-dessus, sur le fait que tout d'un coup la presse a décidé que le lilas était la nouvelle couleur à la mode, ou que le boyfriend était le jean à porter, parce que ça répond pas forcément à une réalité du produit ni à une réalité des marques, mais plus à une réalité de la presse. Est-ce que là-dessus tu as une opinion? Tout à fait. Tout d'abord, c'est vraiment une construction absurde cette histoire de tendance, parce que même dans la presse, on n'aime pas en parler. La presse en parle, mais en fait, behind the scenes, tout le monde sait que les tendances, ça n'existe pas. Et en plus, c'est pas très durable l'idée de devoir changer sa garde-robe tous les 6 mois et d'investir dans des nouvelles pièces. Donc en fait, c'est une grande absurdité. Mais j'ai une très chouette conversation à propos de ça avec Liedewij Edelkoort, qui est en fait Trend Explorer, et son job c'est de prédire des tendances, mais elle m'a dit écoute, des tendances tendances. Zut, en néerlandais on dit trend et tendance, et alors du coup tendance c'est le mot qui explique la nuance, donc aide-moi. Tendance, elle dit c'est plus en fait des mouvements dans notre société, dans notre culture qu'on sait un petit peu prédire, mais qui dépendent de tellement de facteurs. Bien sûr. C'est absurde de vouloir à tout prix couper ça dans des petites périodes de 6 mois. Donc et on peut parler de une tendance, donc le mouvement qui a lieu pour l'instant, il est très intéressant selon moi, car on s'est tous rendu compte, étant dans le business, que ce soit des buyers ou des créateurs ou des journalistes, que le public est de plus en plus conscient de ce qu'il a envie de consommer. Donc parlons mode, donc on va de moins en moins aller s'acheter un t-shirt à 5€, mais vraiment se poser la question: qui a créé mes vêtements, d'où vient le tissu, où est-ce qu'il a été coloré, il a été fait dans quelles circonstances, quel est le coût écologique de tout ça. Donc ça c'est une chose, ça on le sait, et ça la presse en parle beaucoup depuis 2 ans. Mais ce qui moi personnellement m'intéresse, c'est que
depuis peu aussi, enfin en fait depuis longtemps, mais je commence à me rendre compte, le public est aussi de plus en plus intéressé. Quel est le lifestyle ou quelle est la vie qui est accrochée à ce t-shirt. Donc, par exemple, il y a une tendance intéressante qui est celle de la mode méditative. Ce sont des vêtements qui ont presque une valeur thérapeutique, qui sont tellement doux et bien cousus, avec des tons comme un coucher de soleil, du lilas, du rouge, de l'orange clair, et qui vraiment, psychologiquement, calment les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens, pour l'instant, qui ont besoin de se calmer, qui ont besoin de calme dans la tête, mais donc aussi dans leur garde-robe. Et donc ça, j'appelle ça un lifestyle qui est attaché à un vêtement. Tout à fait. De là à dire que tout le monde veut une mode méditative, c'est pas vrai. Il y a le Barbiecore qui bat de son plein, donc il y a plein de gens qui ont envie justement de s'éclater, de chercher des endorphines dans les couleurs, les trucs. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est de dire, voilà, viennent mes vêtements, mais aussi quel est le style de vie que j'ai envie de vivre et quel est le vêtement qui se marie à ça. Plutôt que de suivre des tendances qui ne sont pas nécessairement collées à ma personnalité ni à mes envies. Et je pense, tout à fait d'accord, et je trouve ça passionnant les mots que tu utilises pour expliquer ça. Et il me semble aussi que de plus en plus, les gens ont envie quand même de savoir que les choses ont du sens. Oui. Donc en effet, ça a été pensé, designé en Belgique, donc les gens sont bien payés, que la production a été faite en Europe, que du coup on a évité des transports et des coûts farfelus. Je pense qu'il y a de plus en plus cette tendance. Et moi, pour le coup, je trouve que les gens sont plus sensibles à une marque belge aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans. Oui. À l'époque même, il y avait une tendance à dire, regarde, j'ai trouvé ça à New York, j'ai trouvé ça à la Fashion Week de Düsseldorf, j'ai acheté ça à Paris. Maintenant, aujourd'hui, ça a vraiment du sens que de présenter une marque belge en Belgique. Et je pense que c'est quelque chose pour lequel la presse a fait aussi du bon travail pour le coup. Bah, ce qui me fascine aussi, c'est des marques qui viennent de l'étranger, mais qui sont aussi dans une méthode et dans une façon de travailler durable. Bon, après, durable, ça chapeaute beaucoup de réalités différentes. Mais oui, je crois qu'effectivement, c'est le rôle de la presse de vraiment mettre en avant les marques, qu'elles soient belges ou étrangères, mais qui veulent faire bien, qui ont une chouette démarche et qui... pour moi, c'est une absurdité de sortir des numéros green ou durables ou éthiques une fois par an. Je trouve qu'un magazine devrait 12 mois par an pouvoir parler que de marques comme ça et de vraiment pouvoir justement présenter au public voici l'offre, voici tout ce qui est durable, éthique et vraiment définir quel aspect de durabilité est là-dedans parce qu'il y en a tellement. Sachant que le public soit et tout le monde essaye informé. En plus. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a 1000 pistes pour y arriver. Donc voilà, qu'est-ce qui existe et dans ce qui existe qui est correct, qu'est-ce qui te va à toi, Astrid, ou qu'est-ce qui me va à moi, Isabelle, quel est le lifestyle que tu as envie de vivre, qu'est-ce qui va dans ton style, donc voilà. Ouais, et mettre en avant toutes les marques qui essayent à leur manière, toutes les actions qui sont faites. Et ça pourrait aussi en inspirer d'autres et montrer que c'est possible, sachant que personne n'est parfait, que tout le monde fait de son mieux. Oui, en fait, réorganiser le grand magasin de la mode, quoi. Et déjà présenter une sélection de ce qui va. Et puis les gens, donc, c'est la plus grande tendance, c'est la personnalité. Les gens doivent chercher une personnalité dans ce qu'ils portent et pas seulement un vêtement qui a été créé par quelqu'un qui dit que c'est beau. Non, il faut... ou que tu te sens bien dedans. C'est très important de nos jours de se sentir bien dans ce qu'on porte. Donc, voilà. Oui, et quelle est la crédibilité de qu'importe de qui, d'un journaliste ou d'un créateur, de dire que ça c'est beau. Je trouve qu'il faut garder cette subjectivité. Les goûts et les couleurs. Oui, absolument. C'est super intéressant. Mais après, je me dis aussi que la presse, comme toute marque, a aussi une réalité financière. Quel est le but de la presse selon toi ? C'est de vendre des exemplaires, c'est avoir des abonnés, des annonceurs, créer du rêve, susciter du désir, tu vois, mettre en lumière des nouvelles marques, en effet, lancer des tendances. Qu'est-ce que toi tu en penses ? La réalité économique est très dure, que ce soit le coût du papier ou le fait de trouver des annonceurs, c'est un peu la croix et la galère pour l'instant, mais je pense que oui, ça j'en ai déjà un peu parlé, la mission de la presse pour moi c'est donc de raconter la mode d'une nouvelle façon, mais c'est aussi de ramener le storytelling, de vraiment faire rêver les gens mais sans leur vendre... Faire rêver les gens sans leur vendre du rêve. Donc, il faut rester vrai, mais il faut quand même montrer la créativité, le voyage, la culture qui est cachée derrière une chose. Donc, vraiment, l'histoire d'une marque, l'histoire d'un créateur, l'histoire d'un vêtement. Ça, c'est pour moi la mission vraiment ultime de la presse. Après, je ne sais pas si ça a encore beaucoup de sens de créer des magazines du mois au mois, de mettre un rythme déchaîné là-dedans.
Moi, personnellement, je crois plus dans des magazines, par exemple, comme un Moments qui sort tous les 6 mois, un Milk, un ID Magazine, Silhouettes. Donc, ce sont des magazines qui ont vraiment envie de faire des beaux objets, presque. Ce sont des beaux magazines, presque des livres. Tu les mets sur ta table, tu lis un article, tu le laisses poser. 3 semaines plus tard, tu repasses dedans. Il y a des essais là-dedans. Il y a du contenu intemporel aussi. Intemporel, pour moi, c'est très important. Donc, des choses qu'on écrit aujourd'hui, qui sont relevantes aujourd'hui, mais qui le sont encore dans 3 ans. Donc, quand moi j'interviewe un créateur, j'ai pas trop envie de savoir quelle est l'inspiration derrière ta collection actuelle et quelle est ta pièce préférée dans la collection, mais j'ai juste envie de savoir, bon, qu'est-ce qui te fait rêver, quelle est l'histoire que tu racontes, tu veux aller où, enfin, ce sont des choses plus intemporelles. Passionnant aussi, et tu penses qu'il y a un public pour ça, que les gens ont envie de savoir ça? En tout cas, je pense que les gens cherchent de plus en plus de sens dans tout ce qu'ils consomment, que ce soit ce qu'ils portent, ce qu'ils lisent, ce qu'ils mangent. Donc oui, c'est en tout cas, à mon avis, les gens sont ouverts à ça. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, personnellement, c'est ça que j'ai aussi envie de consommer. Des marques et des choses de gens qui font ça avec du sens. Et je trouve que la presse a cette mission-là, que de mettre en valeur le sens qu'il y a derrière chaque métier, chaque mission, chaque marque. Super, oh là là, un grand merci déjà pour tout ce que tu partages avec nous. Moments, pour toi, c'est un titre belge. Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Oui, j'ai envie de dire que c'est un titre international parce qu'on s'adresse à un public international. Voilà, il est écrit en anglais, il est distribué aussi en Espagne, aux Pays-Bas, dans les Baléares, etc. Donc voilà, il a un public international, mais il est créé par 2 Belges, donc je suppose qu'il ne peut être que belge, rien que dans notre vision. Nos annonceurs partenaires aussi sont pour la plupart des marques belges. Aussi, c'est un choix conscient parce qu'on a envie de travailler, d'être une plateforme aussi pour des marques de chez nous qui n'ont pas encore eu beaucoup l'occasion d'être dans la presse, ou bien parce qu'ils sont tout petits qui viennent de commencer, ou bien parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir annoncer dans les médias traditionnels. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir les mettre en avant et de découvrir toute la créativité de leur univers. Donc de ce côté-là, on est fort belge, mais Stéphanie est basée à Majorque depuis 6 mois et je me rends compte qu'elle commence quand même aussi à trouver ces marques là-bas. Elle me ramène plein de marques espagnoles aussi, donc je pense que notre histoire va un peu s'internationaliser dans les temps à venir. Voilà. Et je suis persuadée que c'est aussi passionnant pour un Belge que de faire venir jusqu'à lui l'ouverture d'esprit, et les voyages et tu vois, et des marques espagnoles. Moi, je pense que c'est et dans les passionnant. gens qu'on met en avant aussi. Bien sûr. Par exemple, dans le 3e numéro, on a interviewé un photographe égyptien qui documente toute la vie des jeunes enfants dans le désert du Sinaï. Donc il n'y a pas un grain de sable qui est belge dans cette histoire-là, mais voilà, c'est un chouette truc, quoi. On a envie de le lire, qu'on soit en Belgique ou à Majorque ou à New York. Ça reste un bel article. Super. Voilà. Et en effet, atemporel, comme tu dis, c'est juste des valeurs humaines qui transportent tout le monde. Voilà. Formidable. Écoute, j'ai trouvé notre conversation passionnante. J'espère que ça en intéressera d'autres. Pour moi, c'était un vrai challenge que d'interviewer une journaliste. Et moi, de me faire interviewer. Ah bah voilà, tu vois, comme quoi, une première pour tout le monde. Merci pour ta passion. Merci de partager avec autant d'enthousiasme tout ce que tu fais et de mettre en avant, en lumière, des marques belges, aussi bien dans l'officiel ou Moments, qui est un très très beau magazine. J'hésiterai pas à mettre dans le post qui lancera cet épisode les références des différents supports avec lesquels tu travailles. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Isabelle ? Oui, tout d'abord, merci pour ta passion et pour le fait de justement mettre en avant tous les agents qui se cachent derrière la mode belge, que ce soit des journalistes, comme tu dis, c'est pas que journalistes, mannequins, créateurs, il y a des acheteurs, enfin, c'est ça aussi la mode belge, c'est les centaines de personnes hyper douées et respectées à l'international qui travaillent behind the scenes, que ce soit du set design jusqu'à la production, jusqu'au photographe, enfin bon. On peut écrire un livre là-dessus. Ouais, absolument. Donc, merci à toi. Et puis aussi, moi, j'aime bien faire passer le message qu'il y a 1000 façons d'exercer notre passion. Et moi, j'ai longtemps cru que c'était très linéaire, que c'était stagiaire, job chez un beau magazine connu, un grand titre international. Et ça s'arrête là, il n'y a pas d'autre option. Mais c'est peut-être aussi le fait d'être maman et il y a des nouvelles voies qui s'ouvrent. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a 1000 façons de vivre une passion. D'en vivre aussi, c'est important. Et voilà, depuis que je suis sortie de cette voie un peu plus... toute tracée, quoi. Voilà, toute tracée,
il y a tellement de projets qui s'ouvrent, il y a tellement de chouettes rencontres enrichissantes. Toi et moi, on lunchait l'une à côté de l'autre jour, on se connaît depuis même pas 3 mois et Absolument. voilà, on est en train de faire un podcast. Donc c'est ça qui est chouette. C'est chouette en ces temps de se rendre compte qu'en fait, la vie a beaucoup d'options. Donc voilà. D'être maître de sa vie et de se dire que tout est possible si on le souhaite. Et qu'il y a moyen d'être libre finalement. Ouais, c'est vrai que c'est un beau message de le partager. J'aime bien aussi poser comme dernière question, qui souhaiterais-tu écouter à ce podcast? Quelqu'un qui ferait partie de la mode belge? Oui, il y a quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est Caroline Van Loon, qui est une créatrice de bijoux anversoise. Elle fait en fait des bijoux, elle craque des rochers en deux. Bon, là je le décris vraiment pas de belle façon, et à l'intérieur il y a des cristaux uniques qui se révèlent. Elle fait des bijoux absolument magnifiques, donc déjà rien que pour ça c'est wow. Mais ce que j'admire encore plus chez elle, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui met beaucoup de soul et de spiritualité, de douceur dans sa façon d'entreprendre. C'est pas du tout quelqu'un, on a longtemps cru que voilà, pour pouvoir entreprendre il faut être une dure, elle est pas du tout dure, elle est très douce, elle est très humaine. C'est quelqu'un qui soutient aussi d'autres, que ce soit des créateurs ou des jeunes entrepreneurs. Elle a vraiment envie de faire avancer tout le monde, et donc voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup à raconter, à partager. Chouette, c'est une bonne idée, bon nom, et en effet moi aussi j'aime bien l'idée qu'il peut y avoir aussi du succès dans le fait de choisir en conscience une slow life comme on dirait, et un business plus doux. Ça m'intéresse clairement de lui tendre le micro. Merci beaucoup à toi Isabelle, et puis je te dis à bientôt. Oui, en tout cas au prochain lunch. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles, car ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Si vous avez des personnes à me proposer, des projets à mettre en lumière, des questions à poser, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Instagram, @love_belgian_brands. Et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode.